Bonjour à tous, rebonjour à tous. Merci de nous avoir suivis pour le démarrage de ces tables rondes. Donc on va en avoir deux cet après-midi avec une petite pause entre les deux. La première va se focaliser sur le modèle de transformation des friches tertiaires, d'abord à Saint-Brieuc. Puis après, on va essayer de prendre un peu de recul sur d'autres modèles, d'autres collectivités, d'autres territoires. Alors, les friches font partie évidemment de nos paysages urbains aujourd'hui. On a beaucoup attrait à les identifier, les caractériser, les valoriser. Et ça, de la part de tous les acteurs de la fabrique urbaine, y compris et surtout les collectivités territoriales. Je pense que vous connaissez tous l'outil Carte-aux-friches du CEREMA, si on parle d'un des outils qui pilote ce recensement des friches à partir d'observatoires locaux, qui aujourd'hui recense, je crois, un peu moins de 12 000 friches sur le territoire métropolitain. Et c'est seulement la remontée finalement d'un peu moins de 20 observatoires locaux. Donc on peut dire que c'est une démarche qui est en cours et qui va se muscler. La friche, et telle qu'on la voit aujourd'hui à Saint-Brieuc, elle est intéressante parce que c'est une friche de centre-ville. Vous savez que la friche, elle est caractérisée par un terrain vacant d'au moins 1 an, un terrain inoccupé. Mais dans le grand public, on connaît surtout les très grandes friches qui sont recomposées à l'échelle de quartiers, ces grandes friches industrielles qui ont été le témoin d'une activité, d'un ancrage géohistorique et qui sont transformées et qui parfois font destination avec de grands équipements. Aujourd'hui, finalement, c'est presque tout aussi intéressant, c'est un peu plus modeste dans les seuils, puisqu'on est dans des friches peut-être un peu plus petites, quoique, ça dépend, on va voir, qui s'étalent de l'échelle, de la dent creuse à l'îlot urbain, et qui finalement sont les meilleurs outils pour accélérer la sobriété foncière, la densification en centre-ville et la revitalisation des cœurs de ville. J'ai le plaisir d'accueillir 5 participants, intervenants, donc oui, c'est très masculin, qui montrent comment est-ce qu'on tisse un écosystème autour de la transformation réussie, on espère réussie, de ces friches tertiaires de centre-ville et puis élargies. J'ai donc le plaisir d'accueillir Wilfried Brittmann, qui est le président de Beau Patrimoine, qui va nous parler pour le coup de sujets très opérationnels et d'opérations qui se sont déroulées à Saint-Brieuc même. Yvonique Leclerc, qui est le directeur territorial d'Action Logement Service. Jean Guilloni, qui est le président de l'Institut de la transition foncière et de l'agence de conseil collectivité Aqua Alta, urbaniste. Monsieur le maire, vous êtes déjà intervenu en exergue de la journée ce matin. Et puis Maxime Le Trionnaire, à ma gauche, qui est président de l'Ordre des architectes de Bretagne et puis architecte associé de l'agence Alta Architecte. Alors du coup, dans le premier volet de ce débat, j'aimerais qu'on mette en lumière justement les acteurs à proprement parler briochins, qui puissent nous expliquer comment est-ce que la transformation des friches de centre-ville a eu lieu, d'où part-elle, vers quels usages, avec quel modèle économique, quel montage innovant. Et du coup, ça sera l'occasion d'entendre à la fois Wilfried Brittmann, Yvonique Leclerc et puis Monsieur le maire. Alors peut-être, Monsieur le maire, on va commencer avec vous, puisque oui, vous avez évidemment entamé cette démarche de transformation des friches il y a déjà quelques années. Quel a été le point de départ à cette volonté de transformer ces objets? Avec quel objectif finalement? Quelle méthodologie? Et comment est-ce que cela participe aussi, évidemment, d'une problématique plus vaste de transformation du cadre de vie en centre-ville? Alors Saint-Brieuc, en soi, et je ne devrais pas dire ça, c'est une ville moyenne comme toutes les villes moyennes. Elle a vécu ces 20 dernières années les mêmes problèmes, c'est-à-dire une fuite de l'habitat vers les lotissements en périphérie, une construction de zones commerciales en périphérie avec une fuite des commerces. Et ce qui, moi, me semble plus surprenant à l'aune de mon regard d'un maire de 2020, c'est la première fois que je suis maire, c'est une fuite des services. C'est-à-dire qu'on a laissé aussi partir les services là où il y avait les gens, là où il y avait les flux. Ça, c'est typique de Saint-Brieuc. Voilà. Mais c'est en même temps, je pense, très typique de beaucoup de villes de France. La petite différence, si on commence à resserrer un peu, c'est que nous, on est une ville-centre. On est
entre guillemets, une ville-préfecture, une capitale, ça veut dire qu'on accueille un certain nombre de fonctionnalités. Et toutes les villes centres en France ont connu aussi un peu ce problème qui démultiplie, on va dire, la tension entre l'habitat et les services. Une fois qu'on a posé ça, Saint-Brieuc est un peu différent des autres communes, dans le sens où elle est au bord de la mer, en Bretagne, ce qui est quand même à noter. Elle se trouve entre Rennes et Brest, qui se trouvent être deux métropoles, mais elle se trouve à quasi équidistance. Vous ne pouvez pas aller plus loin que Brest, vous êtes dans la mer, en face c'est New York, et Rennes est vraiment la porte d'entrée sur le territoire. On se trouve entre les deux, et ce qui faisait que les gens avaient toujours l'impression de traverser, de passer par Saint-Brieuc pour aller vers Brest sans s'y arrêter. Et moi, j'ai déterminé, enfin nous, dans notre équipe, on a déterminé que ça, c'était une chance. Il fallait faire en sorte que ce soit une chance, parce qu'on est à 2h10 de Paris. Finalement, on se trouve sur le principal bassin de vie qu'on peut trouver en Bretagne. On dit souvent que la Bretagne se trouve entre Rennes et Brest. Entre Rennes et Brest, c'est Saint-Brieuc. Donc tout est affaire de valorisation de votre situation. Donc il y avait, quand on est arrivé, on s'est dit qu'en fait, tout ça, c'était quand même une opportunité. Il faut imaginer, en 2020, on est aussi dans le projet politique du ZAN. Comment on fait quand on est en cœur de Bretagne comme ça, le ZAN, c'est-à-dire que ça s'applique à vous qui êtes la ville la plus grosse, alors que toutes les petites communes autour de vous vont chercher à capturer de l'espace rare sur lequel elles pourront se développer. Et nous, notre choix politique, ça a été de dire, eh ben, écoutez, on joue la solidarité. C'est pas à Saint-Brieuc qu'on a besoin d'aller bouffer de l'hectare sur l'extérieur. On va considérer que dans les années 70, Saint-Brieuc, c'était 54 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 45 000. Donc normalement, en théorie, j'ai de quoi largement grimper jusqu'à au moins 50 000 habitants dans mes infrastructures. En théorie, j'ai tout ce qui va. Et donc ces bâtiments-là, s'ils sont vides depuis 20 ans, c'est qu'ils sont en mauvais état, ce sont donc des friches. Voilà un peu la clé d'entrée dans laquelle on est arrivé. Ensuite, comment faire pour lutter contre une périphérie qui s'est installée? C'est-à-dire que toutes les communes autour sont des communes, entre guillemets, dortoirs, sont des communes dans lesquelles on habite plus qu'on ne fait autre chose. Et elles sont connectées à ces zones commerciales-là. Il faut avoir une bonne raison de venir en centre-ville. Ça ne sert à rien de lutter contre les zones commerciales. On ne vient pas en centre-ville parce qu'on n'a simplement pas une bonne raison d'y aller. Donc, plutôt que s'opposer, empêcher, trouvons une bonne raison de venir en centre-ville. Et cette bonne raison, souvent je dis que je ne suis pas un maire bâtisseur. Ça va faire hurler mon adjoint aux finances qui veut des grues. En fait, ce qui prime pour moi, c'est le style de vie. La façon dont vous vivez l'espace où vous vous trouvez. Ce style-là, il est unique. Il est propre aux gens qui sont là, il est propre aux habitats qui sont là, la façon dont de tout ça, ça s'articule. Et ce qui compte, c'est de fabriquer un style dans lequel on se reconnaît. On se dit, je viens vivre là parce que franchement, ça me va. Et quand vous arrivez à penser par le style de vie, eh bien, vous allez travailler votre structure urbaine, vos services, tout ce que vous allez le faire en pensant à ça. Alors évidemment, il y aura des grues, évidemment, on va travailler les friches, évidemment, on va travailler tous les espaces, mais la clé d'entrée, c'est le style de vie. Donc je m'affronte souvent à des collègues maires qui disent moi je suis un maire bâtisseur, je vais construire. Bah, à nous aussi on construit des choses, mais c'est absolument pas ma clé d'entrée. Le constat que j'avais fait aussi à l'époque, c'était que en fait historiquement il n'y avait pas d'investisseurs à Saint-Brieuc. Les projets ils sortaient pas. On avait les collectivités précédentes avaient beau mettre l'îlot car, vous avez dû le regarder ce matin, il y a eu des appels à manifestation d'intérêt. Il y a des projets qui sont sortis là-dessus, mais aucun n'a abouti parce qu'il était économiquement pas viable, parce qu'on ne pouvait pas apporter une solution qui produise quelque chose dans la ville, ça ne marchait pas. Les investisseurs ne venaient pas. Et je me suis vraiment posé cette question, mais pourquoi ils ne viennent pas? D'abord parce que c'est pas rentable. Cette ville a un prix de marché dans lequel vous ne gagnez pas d'argent vu la complexité des espaces que vous avez à traiter. Donc, refaire une ville pour qui? Ça, c'est le sujet que j'aborderai un peu plus tard, mais surtout par qui? Et on a vraiment posé cette question en disant, mais qui est capable d'intervenir dans cette ville? Pas la puissance publique, ça c'est fini, donc forcément la puissance privée. Quelle puissance privée est capable de venir faire quelque chose dans la ville, sachant que maintenant c'est terminé, vous n'avez plus de grands terrains plats sur lesquels vous construisez des lotissements comme avant. Il va falloir les trouver. C'est ces gens qui savent faire ça.
Et on est rentré par là. Plutôt qu'aller faire tous les salons en France, comment faire en sorte qu'on trouve des gens qui viennent, des sachants, qui sachent faire, qui ont les ressources financières, qui ont le temps, parce que c'est toujours beaucoup plus long de travailler sur une ville comme ça, et qui arrivent à développer un lien de confiance avec nous. La particularité du politique, c'est d'être irrationnel. C'est fondamental dans notre façon de regarder le monde. Nous ne sommes pas rationnels. Ma femme le dit souvent. Il faut absolument trouver cette part de rêve, cette part de construction qui emmène les gens. Ça, c'est la part de l'irrationalité de l'élu. Mais pour un investisseur, il faut la rationalité. Et je crois que la part vraiment novatrice dans ce qu'on a essayé de mettre en marche sur Saint-Brieuc, c'était de faire un pied d'irrationalité, qui est la part de rêve, et un pied de rationalité qui permet de sécuriser et les projets que nous on porte et les projets que pourront faire l'investisseur. On a essayé de croiser ça comme ça. Merci. Alors justement, pour passer du rêve à la réalité, je vous donne la parole, Monsieur Brittmann. Vous connaissez bien Saint-Brieuc, c'est presque votre terrain de jeu depuis quelques années. Comment vous êtes-vous intéressé aux friches? Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques opérations emblématiques qu'on a visitées ce matin? La Banque de France, la Caisse d'épargne. Vous avez un savoir-faire reconnu en réhabilitation de patrimoine bâti, délaissé, inoccupé. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expertise? Oui, alors en fait, tout a débuté en 2006 par la rénovation des anciens bâtiments EDF rue Saint-Benoît. Donc pour le groupe CIR, donc spécialiste de la rénovation de bâtiments anciens sur toute la France. À l'époque, j'étais chargé d'affaires. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait venir à Saint-Brieuc, parce que c'est un peu comme dans le film Les Ch'tis, vous savez, vous passez le panneau Saint-Brieuc, pour eux, il y avait de la pluie qui arrivait sur le pare-brise. Et moi, j'ai voulu y aller et je m'y suis tout de suite senti bien. Et d'abord, j'ai été très bien accueilli par la mairie, les entreprises, les services de la ville. Donc déjà, quand on se sent bien dans un endroit, on a envie d'y rester. Donc je suis revenu assez souvent poursuivre mon chantier. Et puis petit à petit, la caserne Charner s'est présentée, ensuite les anciens abattoirs, le couvent des Pères Maristes, ensuite le groupe CIR a fait l'évêché. Et il y a 9 ans, j'ai décidé de monter ma société qui s'appelle Beau Patrimoine, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, qui intervient sur du montage d'opérations, du suivi de travaux. Et naturellement, je me suis tourné aussi vers Saint-Brieuc parce que on a des attaches, on a noué des liens avec des gens de la ville, des gens accueillants qui ont envie de faire bouger la ville, hein, pas seulement les élus, mais aussi dans tous les services, droit des sols, Urba, ABF. Et donc, naturellement, quand un bâtiment se présente à vous, comme vous parliez de la Caisse d'épargne, là, c'est plus difficile parce qu'on rentre dans un bâtiment qui est petit pour un promoteur, qui ne va pas trouver forcément d'économie d'échelle, parce que, j'ai vu que vous vouliez parler de budget. On va tout de suite en parler parce que le budget d'une rénovation aujourd'hui, c'est entre 2003, 2500, 2600 euros hors taxe le mètre carré pour faire quelque chose de convenable, sans forcément de grosses surprises, sans de problèmes structurels. On arrive à des échelles importantes. Et donc, ce bâtiment qui se présente à nous, on décide de faire un tour de table avec des amis, des proches, pour faire un projet de défiscalisation, parce que le bâtiment de la Caisse d'épargne offrait plusieurs systèmes de défiscalisation. On n'en parlera pas là, mais il y a le déficit foncier, il y a le monument historique, il y a le de Normandie, il y a le Malraux, à 22%, pas à 30%. Mais donc on s'est dit, on va essayer de le faire. On l'a monté, on a fait les travaux rapidement en 12 mois, ce qui est assez rare, puisqu'une opération de réhabilitation, normalement, c'est un peu plus long. Et ensuite, on s'est appuyé donc, sur ce bâtiment, sur Action Logement, avec l'aide d'Action Cœur de Ville. Et on a renouvelé ce système à la Banque de France. Alors la Banque de France était un peu particulier parce que il était convenu qu'on propose des logements à la vente donc à Saint-Brieuc, mais malheureusement, on est tombé dans une période très difficile. Il y a 1 an et demi, les taux ont augmenté. On parlait de la guerre ce matin, les marchandises.
Et puis c'est vrai qu'on a fait des visites avec les agences, mais c'est difficile de se projeter quand on arrive dans un grenier où il n'y a pas de cloison, où il n'y a pas encore de Velux. L'investisseur se dit, bon, c'est difficile. Donc, on a pris le pari d'investir et d'acheter la totalité des lots pour les mettre en location. Donc là encore, on s'est appuyé sur Action Cœur de Ville, sur l'ANA. Et donc, normalement, on va faire cette réhabilitation en 16 mois, si tout va bien. Alors, le contexte est différent parce qu'une opération de réhabilitation, on a toujours des surprises. Malheureusement, on en découvre toujours un petit peu. Après, il faut les anticiper. Ce qui a été sur ces 2 opérations un peu particulier, c'est qu'il y avait aussi une volonté de la ville d'avoir des grands logements. Donc ce sont des opérations qui s'y prêtent parce que les logements lumineux, avec de grandes pièces, on peut avoir un T2 de 60 mètres carrés. Alors c'est vrai que les promoteurs neufs, c'est particulier, mais pour nous c'était possible. Donc on l'a fait. On a fait aussi de grands logements qui vont de 109 à 130 mètres carrés. Je crois qu'il y en a 6. Avec aussi des fonctionnalités diverses. C'est-à-dire qu'on a pu garder des éléments anciens comme des corniches, des plafonds, des panotages bois, des parquets, des baies aussi vitrées. Ce qui peut aussi changer un peu la fonctionnalité d'un T4 qui peut être un T3 et avoir un espace lumineux pour avoir un poste de travail ou télétravail. Voilà. Et donc on a rajouté un ascenseur. On a eu une approche vraiment très complète sur cet immeuble. Ça va être vraiment un immeuble de référence. Alors on a tourné des vidéos pendant, au début, on va en faire après. On a vraiment envie de montrer ce qu'on a su faire à un moment donné. C'était pas évident, mais l'ANA, Action Logement, la ville, voilà, tout le monde nous a suivis et voilà, c'est une très belle expérience. Juste vous embêter, mais dans la stratégie friche, par exemple, cette friche était posée. Il y avait des investisseurs qui ne convenaient pas dans la finalité. La ville a préféré l'acheter pour ensuite avoir l'assurance que le projet qui en sortait était un projet qui était convenable. Donc, à un moment donné, on peut aussi prendre, déterminer l'usage et relâcher, quoi. Yvonique Leclerc, vous représentez Action Logement Service. Comment est-ce que votre structure a été vraiment un levier d'accélération à cette transformation de friches urbaines, notamment justement la Banque de France et la Caisse d'épargne d'ailleurs, je crois, et puis d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler des modes de financement, de votre implication dans l'écosystème finalement, des partenaires qui concourent à ces chantiers? Oui, tout à fait, effectivement. Donc, alors, Action Logement est intervenu en 2018 dans le cadre de ce programme Action Cœur de Ville, puisqu'il faut savoir qu'Action Logement est un organisme paritaire, donc piloté par les partenaires sociaux, et donc organisme privé. Voilà, donc nous avons mis des fonds importants, donc 30% des fonds en 2018, et dans le cadre de la phase 2, nous avons porté 1 milliard de plus. Voilà. Sauf que nous avons souhaité être acteurs également de ce dispositif. Donc il a fallu créer une offre nouvelle, attractive et à la fois diversifiée pour entrer dans le périmètre contraint d'Action Cœur de Ville, qui est le périmètre du centre-ville, pour éviter l'étalement urbain. Voilà. Nous avons également une obligation de résultat vis-à-vis de l'État, puisque nous avons signé une convention quinquennale. Concrètement, donc, nous avons participé au financement et l'accompagnement des différents partenaires, aussi bien bailleurs sociaux que investisseurs privés. Voilà. Le but, c'est vraiment de la réhabilitation. Donc, nous avons vraiment ouvert le champ des possibles. La réhabilitation d'immeubles entiers vacants, mais également la résorption de friches, mais également la densification, la construction dents creuses, bref, beaucoup de possibilités. L'intérêt pour nous, c'était aussi d'attirer de nouvelles populations centre-ville, notamment créer de la mixité sociale avec des familles d'actifs. C'est très intéressant par rapport à ça, sans oublier également le soutien à l'emploi local. Il faut voir que, pour donner quelques chiffres, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais depuis le début du dispositif, ce sont 5 millions d'euros qui ont été investis par Action Logement sur Saint-Brieuc et le montant total des travaux avoisine les 10 millions d'euros. Donc voilà, donc pour on va dire, les acteurs locaux, c'est quand même assez conséquent comme fonds. Voilà, concrètement, donc c'est une proposition de financement qui allait jusqu'à 1 000 euros du mètre carré par un couple subvention et prêt à taux très réduit. Voilà.
Possibilité également de créer des résidences spécifiques, meublées, pas meublées, etc., voire du co-living également, puisqu'il y a du co-living aussi à Saint-Brieuc. Voilà. Et possibilité également d'y associer notre offre, notamment la garantie Visale, pour sécuriser les loyers. Voilà. Et enfin, aussi pour Action Logement, un intérêt, puisque pour nous, on a apporté une offre complémentaire aux entreprises et donc au bénéfice des salariés du secteur privé. Voilà, pour résumer. Merci. Alors, après ce premier petit tour de piste, on va peut-être revenir sur les conditions de réussite, les leviers d'accélération de transformation des friches, en repassant par Saint-Brieuc, et puis après on élargira avec Jean Guilloni. Est-ce qu'on peut revenir sur la démarche Ouvrez les yeux sur Saint-Brieuc, lancée en 2021, avec cette approche quand même assez opérationnelle, d'aller chercher les opérateurs, les investisseurs, et de leur expliquer très concrètement quels étaient les fonciers disponibles, quel diagnostic on pouvait en faire, quelle modalité d'intervention, d'aller vraiment dans le cœur et le vif des sujets, en partageant aussi des chiffres, pour pouvoir finalement dérisquer ces opérateurs et puis leur donner l'envie d'accélérer. Souvenez-vous, à l'hiver 2020-2021, Covid, nous sommes partout en France, on est des équipes d'élus dans lesquelles on ne peut rien faire, on a tous nos masques, on ne peut pas sortir, on ne peut pas bouger, il ne se passe rien. Et c'est votre mandat qui est en cause, et votre mandat, ce n'est pas juste un mandat, c'est la transformation. Vous êtes proposé pour essayer de transformer les choses. Comment faire? Impossible d'aller faire les salons en France, il n'y en a plus, il ne se passe rien. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais nous, on a des friches qui sont en hypercentre, on a un sacré potentiel à cet endroit-là. Des friches qui sont privées, publiques collectivités, public État, mais elles sont toutes là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas les poser et faire un salon inversé? C'est dire aux opérateurs, aux investisseurs, aux promoteurs, venez ici, le salon, ce n'est pas nous qui nous déplaçons, c'est vous, le salon, c'est la ville. Et un salon au sens, à chaque fois que vous allez pouvoir avoir une friche, vous allez avoir le détail réel, concret de cette friche, son implication, son modèle économique, s'il y a déjà eu des études, s'il y a déjà eu des bilans qui ont été testés, vous les aurez. Vous aurez la vision de la ville sur ce qu'on pourrait en faire, ce qu'il y a autour. Bref, faites votre marché. Le truc, c'était de se dire, il n'y a pas un investisseur identique. Il n'y a pas un promoteur identique. C'est une histoire d'hommes et de femmes, c'est une histoire d'entrepreneurs, c'est une façon de voir les choses et le monde. Et donc, il y a toujours une friche pour un promoteur ou un investisseur, mais on ne peut pas la déterminer à l'avance. Et on n'a pas à nous à déterminer quelle est la friche qu'il faut faire en premier. Puisque ce n'est pas moi qui vais la faire, c'est vous. C'est vous qui allez prendre votre risque et c'est vous qui allez faire ce jeu-là. Donc on a changé complètement notre regard. On s'est dit, on vous invite, on vous montre tout le détail de toutes ces friches, à la diversité des opérateurs que vous êtes, et on va travailler avec vous en mode VIP, vraiment dédié, service de la ville, avec vous, pour resserrer, jusqu'à trouver à un moment donné l'opérateur et sa friche. Voilà. L'opérateur et sa friche, parce que ça crée un engagement, ça vous sécurise, ça nous sécurise. Ça ne garantit pas que ça aboutira. Parfois, le chemin, je regarde certains peut-être long, mais au moins, il a abouti et il finit par réussir. Et on a beaucoup plus de réussite comme ça que dans la méthode qui était précédente. C'était vraiment ça. Essayez de trouver l'opérateur et sa friche sans qu'on le détermine à votre place, mais c'est par cette interaction intelligente dans le chemin de ce que vous êtes, de ce que vous avez apporté et de ce que les services de la ville, mais pas que de la ville, quand je dis ville, je vois des services de l'agglomération qui sont là et je tiens à les remercier aussi. C'est vraiment le partenariat puissance publique qui était à votre disposition. L'ordonnancement, on ne le fait pas. On part de l'idée qu'il y a un croisement entre votre rentabilité, entre nos choix politiques et, on va dire, un triptyque qui est habité, commerce, service. Un hypercentre, un centre-ville, c'est de l'habitat d'abord, et c'est un jeu équivalence entre du service et du commerce, le commerce étant le service. Et nous, on a décidé de ne pas mettre la clé d'entrée sur le commerce. Le commerce, c'est un peu, comme disent les Québécois, la cerise sur le sundae. Le commerce, ça fonctionne si vous avez tout ce qu'il y a avant, quoi. Voilà. Donc on s'est dit qu'il fallait partir par là parce qu'on ne peut pas contrebalancer la réalité de la fuite des habitants et du commerce vers l'extérieur. Il faut trouver la clé d'entrée, il faut avoir une bonne raison de vivre ici à Saint-Brieuc. Donc on est parti de cette idée que ces friches qui étaient en centre-ville, il fallait créer un nouveau partenariat avec les opérateurs privés pour que chacun trouve sa friche. On passait justement les slides sur les différentes friches. J'ai oublié de vous parler des slides qui étaient derrière moi.
On revient peut-être à la toute première. Ouais. Il y en a une vingtaine des friches. Mais plus elles s'écartaient du centre-ville, plus on les a exclues. On s'est dit, il faut jouer l'enjeu du centre-ville de toute façon, il faut redensifier. Ça, c'est la stratégie. Donc toutes les villes moyennes feront ça, on redensifie. On a posé ces friches-là, on les a fait étudier par tous les services. D'ailleurs, vous voyez, elles ont quasiment aujourd'hui toute une solution. C'est-à-dire qu'elles ont toutes trouvé leur preneur. Chacun à son rythme, chacun à sa vitesse. C'était en 2021, c'était il y a 3 ans, 4 ans, quoi. Enfin, vous êtes capable de voir d'autres exemples dans d'autres villes en France sur lesquelles les 13 friches que vous avez posées sur la table ont trouvé, et non pas un appel d'offres dans lequel on ne sait même pas ça viendra au bout. Je veux dire, vous avez un partenariat et on va au bout avec notre partenaire. Hein, donc on les sécurise. Slide suivante. Ça, c'est un peu le type d'affiche qu'on a voulu proposer. Et la dernière. Voilà comment ça se passait. Chaque friche avait sa table avec un spécialiste, un professionnel de la puissance publique qui était capable d'en expliquer tous les détails, d'aller sortir l'historique, tout ce qui a déjà été pensé, réfléchi par d'autres opérateurs qui ont été peut-être un échec, mais ça fait la valeur quand même du travail qui était existant. On l'a partagé entre tout le monde, pas de concurrence. Chaque opérateur regardait ce qui pouvait l'intéresser et à un moment donné, à la fin de cette opération, on leur a demandé de nous dire plus tard, prendre le temps de la réflexion, nous dire s'ils faisaient une marque d'intérêt. Et là, on prend un risque. C'est de choisir. Mais en fin de compte, je dirais que ce qu'on ne savait pas, mais la démonstration, c'est qu'on n'a jamais eu 15 offres pour une même. Parce qu'une fois que vous avez un peu travaillé le sérieux du dossier, vous vous trouviez, je ne sais pas combien, Aline, 4, 5 maximum 3. Voilà. Donc quand au bout du bout, vous vous retrouvez avec 3 marques d'intérêt par friche, on met en place une relation de proximité, pas de mise en concurrence, c'est jamais l'idée, jusqu'à arriver jusqu'à l'opérateur qui se dit « moi je la prends celle-là et j'irai jusqu'au bout avec vous ». Voilà la démarche et je n'ai jamais ordonnancé au départ. Ça, c'est la règle. Le politique n'a jamais dit au départ « je veux absolument que ce soit ce projet qui sorte », parce que souvent, c'est le projet qui ne sort pas. Parce qu'il n'est pas équilibré, il n'est pas rentable. Ou alors c'est un projet à la briochine, parfois, c'est qu'il va sortir avec des millions, 10 fois trop cher, comme on a pu connaître de temps en temps. Mais je pense que d'autres communes ont connu ça aussi avant. Non, la puissance publique ne peut plus perdre d'argent. C'est pas possible, l'argent est rare, il doit aller sur le service public, le service aux autres. Ça veut dire que votre valeur ajoutée, c'est de vraiment produire le service qui est utile pour les habitants dans votre risque à vous. Donc on a serré de cette manière-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle qui peut presque fonctionner, je pense, sur toutes les villes-centres. Justement, Jean Guioni, on va essayer de mettre en comparaison avec d'autres villes moyennes, s'interroger sur d'autres modèles économiques, des montages innovants, même si on a compris que ça allait être très difficile de faire mieux que Saint-Brieuc. Oui, moi j'aimerais bien témoigner en tout cas de la continuité de l'action de Monsieur le maire. Il ne peut pas le dire lui-même, mais je voudrais en témoigner parce que j'avais eu le même début de réflexion il y a 3 ans déjà lorsque je suivais Action Cœur de Ville ici. Et c'est rare aussi d'avoir de la continuité de l'action sur ces sujets-là parce que parfois, c'est humain, vous avez des collectivités qui peuvent tenter des coups et puis 3 ans plus tard en tenter d'autres. Non, la friche, moi je voudrais un préalable quand même. La friche, c'est l'occasion, dans un système urbain, c'est l'incarnation et l'occasion d'une triple prise de conscience, normalement. Et elle a pas toujours lieu sur les territoires, du côté de la collectivité comme du côté des opérateurs. Première prise de conscience, celui de la finitude des ressources, celui des limites planétaires, on pourrait dire. C'est-à-dire que la friche, ça incarne ce sujet, que en réalité, on a eu un urbanisme infini dans un monde fini. C'est-à-dire, on a eu un mode de consommation linéaire pour la ville. Je prends, je construis, un cycle de vie, j'oublie. J'oublie où ça se débrouille tout seul ou je jette. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on consomme 4 fois plus vite que notre démographie des sols. Voilà. Et qu'on est d'ailleurs les champions en Europe là-dessus. Deuxième finitude, ou deuxième limite, c'est celle du marché. La friche, c'est aussi l'exemple, on l'a assez dit là, d'un objet qui ne sait plus rentrer dans le marché. Parce qu'il n'y a plus de modèle économique, et le marché n'arrive plus, ça veut dire ça aussi, à créer un appairement des besoins et des demandes sur la ville. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le marché dans nos villes, et en particulier dans nos villes moyennes? Il crée de la suroffre. On est assez globalement, à l'échelle des bassins de chalandise en France, en suroffre commerciale, souvent en suroffre résidentielle. Ce n'est pas un hasard si toutes les formes de vacances augmentent. La vacance de logement, dès qu'on a commencé à la mesurer, on s'est aperçu que
commencé à monter. La vacance commerciale, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est pareil. Et je vous annonce que si l'ANCT qui est présent aujourd'hui ou d'autres acteurs se mettent à calculer la vacance patrimoniale, ce sera pareil, la vacance dans les patrimoines, on s'apercevra que voilà. Donc des limites de marché et des limites démographiques, ça a été évoqué aussi par monsieur le maire. La friche, c'est aussi l'incarnation, normalement, et l'occasion d'une prise de conscience sur les limites démographiques. Il y a quelques semaines, j'étais avec la vice-présidente de la région Bretagne qui essayait d'expliquer à des entrepreneurs, même justement, qu'à horizon 2040, dans la région, en dépit de la croissance démographique, il y aura moins d'actifs en 2040 qu'aujourd'hui. Voilà. Même dans l'une des régions les plus dynamiques démographiquement en France. Et ça, c'est une triple prise de conscience qui, ça peut paraître un peu lointain de nos sujets opérationnels, mais en vrai, on n'arrivera pas à basculer dans cette prise en compte des friches pleines et entières si la collectivité n'a pas fait cette triple prise de conscience, et c'est assez rare. C'est assez rare, et d'ailleurs, vous le voyez, un truc très simple, pour n'évoquer que, par exemple, les limites démographiques, il y a une France de 100 millions d'habitants dans les PLU. Elle existe. Vous prenez les projections démographiques des PLU et des SCOT, il y a une France de 100 millions d'habitants. Bon, elle n'existe pas dans la réalité, mais elle existe dans les projections démographiques. Et donc c'est très difficile de commencer par se baser sur la réalité. Et donc de commencer par faire avec l'existant ce qui a été démontré ici. Alors peut-être pour répondre à votre question rapidement, notre objectif face à ces objets-là, une fois qu'on a fait cette triple prise de conscience, il est double. C'est d'améliorer la connaissance, c'est ce dont a parlé monsieur le maire, c'est-à-dire en fait ce qui manque souvent quand on va à des salons, quand on parle d'un territoire, etc., c'est qu'on ne connaît pas la maîtrise foncière, on ne connaît pas l'ingénierie qui a déjà été déployée dessus, on ne connaît pas l'état des sols, on ne connaît pas, et donc parfois aussi il y a des techniques d'ailleurs de collectivités qui font un certain nombre d'études au préalable pour préparer le site comme ça auparavant, mais ça vaut aussi à l'échelle nationale ou régionale, ou en tout cas à l'échelle de l'observation des territoires. Vous évoquiez carte aux friches en disant il y a 12 000 friches. Bon, nous, il y a 4-5 ans, avec Action Cœur de Ville, on avait lancé un inventaire assez poussé des friches dans l'agglo d'Angoulême. Il y a 1300 friches. Vous croyez vraiment que 10% des friches de France sont à Angoulême? Donc, en réalité, c'est que le 12 000 friches, il est complètement... je veux dire, il y a un outil qui permet de repérer 12 000 friches en France. Mais il y a énormément plus de... J'accompagne un territoire de ville moyenne, je ne vais pas le citer aujourd'hui, mais qui est un peu plus petit que Saint-Brieuc, qui me dit « j'ai 3 friches ». Bon... Voilà, je pense qu'il y en a d'autres, et il a fait remonter d'ailleurs 3 friches dans Carte aux friches. Bon. Donc la notion de friche aussi, elle doit être la première étape, c'est cette connaissance-là. Et c'était dans votre introduction, je crois, vous disiez, c'est un bien vacant depuis au moins 1 an. Heureusement, c'est même plus que ça. Dans le fonds friche, par exemple, c'est un bien qui présente une vacance importante. Et c'est bien qu'on commence à avoir ce continuum comme ça, où la friche, c'est pas ce terrain oublié. C'est simplement quelque chose qui a atteint un degré de faible intensité d'usage trop important, qui fait qu'il est plus fonctionnel. Il assure plus son entretien, il assure plus les investissements de son entretien, il assure plus les investissements de son recyclage, il assure plus sa pérennité. Et la deuxième chose, c'est effectivement, vous le disiez, enfin tout le monde le disait, de trouver un modèle économique. Et là-dessus, alors on met en avant aujourd'hui, là je vais essayer d'être tout petit peu prospectif en conclusion de mon propos, c'est qu'on met en avant aujourd'hui des méthodes qui sont en fait louables, mais qui reposent beaucoup sur l'engagement de la puissance publique. Hein, on a entendu qu'il y a des montages ANA, dans ce cas-là, avec conventionnement ANA, qu'il y a des montages action logement, en acquisition amélioration, en démolition reconstruction, en accession sociale, etc. Mais bon, avec des tickets qui sont conséquents. Hein. Je ne sais plus si vous l'avez cité, mais enfin, 1 000 € au mètre carré sur un marché. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de faire comme ça. C'est quoi? C'est la puissance publique prêteur en dernier ressort. Et pourquoi? C'est parce que ce qu'on n'a pas rétabli, c'est la réalité d'un... Le marché n'a pas intégré les externalités ni positives ni négatives de ce sujet. Les externalités négatives de l'artificialisation, personne ne les paye. Enfin, la puissance publique, mais après. Et les externalités positives de la sobriété foncière, personne ne les rémunère non plus. Donc c'est qu'un coût. Et donc, nous, avec l'Institut de la transition foncière, là, on est en train de réfléchir on a parlé de bilan d'opération, à un modèle de bilan d'opération qu'on est en train de faire tourner dans 4 opérations, à Montigny-les-Cormeilles, à Massy, à Montbrison d'ailleurs, qui est une ville assez intéressante du point de vue des friches, et puis sur un terrain d'un bailleur social, où on met un bonus-malus en fonction de la dette qu'on a écologique liée à l'artificialisation, et en fonction de la dette qu'on évite parce qu'on fait des travaux de recyclage, de surélévation, de densification. Et je pense que tant qu'on n'est pas allé vers ça,
plus le toilettage généralisé de notre fiscalité qui est assez pro-artificialisation, hein, la taxe sur les surfaces commerciales qui est proportionnelle à la surface de vente, donc qui vous rapporte d'autant plus que les nappes sont grandes quand vous êtes une collectivité locale, etc. Donc tant qu'on n'a pas à la fois un bonus-malus au sein de notre nouveau modèle économique d'aménagement et une fiscalité qui est largement toilettée pour avoir des biais pro-sobriété plutôt que pro-artificialisation, on aura un petit peu de mal. Et dans l'attente, ce qui se passe, c'est ça, c'est-à-dire c'est des territoires qui sont obligés d'être extrêmement innovants. Je parlais de Montbrison et vous m'invitez à citer quelques exemples. Montbrison qui va décider de porter son foncier d'activité économique. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, ce n'est pas une très grosse ville ni une très grosse communauté d'agglomération qui va... Alors l'agglo aussi, parce que c'est une agglo XXL, la ville de Montbrison elle-même c'est plus petit, mais qui va décider de faire du bail amphithéotique et du bail à construction sur son foncier économique. C'est des villes, alors là je vais en citer une plus grande, mais à Nantes, qui décident, quand ils ne veulent pas de la maîtrise foncière, de faire de l'appel à projet, mais de l'appel à projet du privé qui accepte un deal, c'est-à-dire qui accepte, dans le cas de Nantes, ancienne usine, Guilloire, hein, qui faisait, vous savez, tous les objets métalliques un peu de la France, voilà, qui a un site qui l'a vendu à Legendre, sur l'île de Nantes. Bon, Legendre s'est dit, j'ai besoin que la Samoa, qui est la SEM qui gère l'île de Nantes, qui est assez tatillonne sur les exigences urbaines, accepte mon projet. J'ai besoin de le sécuriser, j'ai besoin de le stabiliser. Je vais accepter que la Samoa organise, la SEM, l'aménageur organise la consultation pour mon site privé. En contrepartie, j'imagine qu'il y a une petite négociation financière qui s'est faite. Mais en contrepartie, la puissance publique a inscrit un certain nombre de préconisations de programmation, de servitude, etc. Elle a donné de la visibilité. Il y a eu un groupement qui n'aurait peut-être pas obtenu aussi facilement à Nantes qui est arrivé sur ce projet. Donc sinon, voilà, tant qu'on n'a pas le modèle économique, on est obligé sinon d'inventer comme ça des pratiques comme le salon inversé ici, comme cet appel à projet pour du privé que font certains aménageurs publics. Et voilà un petit peu comment on se débrouille tant qu'on n'a pas un modèle économique qui tourne. Ouais. Merci beaucoup pour cet éclairage. Maxime Le Trionnaire, on va vous écouter puisque vous êtes représentant de la maîtrise d'œuvre, porte-parole de l'Ordre des architectes de Bretagne. Quelle est votre vision sur la transformation des friches et plus particulièrement des friches de centre-ville? Est-ce que vous avez piloté des opérations de ce type-là? Est-ce que vous diriez que les architectes sont acculturés et travaillent main dans la main à la transformation de ces objets? Est-ce qu'il y a des opérations emblématiques en Bretagne dont vous souhaiteriez nous parler aujourd'hui? Bien, bonjour à tous. Peut-être sur la question du positionnement de la profession d'abord. Moi, j'ai été élu, on a été élu évidemment avec les membres du Conseil aujourd'hui il y a 4 ans. J'ai pris la présidence il y a 1 an. Je vois Fanny Robert qui est présente. J'ai pris la succession de Fanny et j'essaye de faire au mieux pour lui succéder. On a pris ce bateau il y a donc 4 ans dans une dynamique qui était déjà installée par le Conseil national. Moi, je représente le Conseil régional. Conseil national et sa présidente Christine Lecomte à l'époque qui avait décidé de vraiment mettre plein phare sur de nouvelles pratiques, de pratiques peut-être plus vertueuses ou une manière de penser la ville autrement. Ce sont ces mots. Elle parle de réparer la ville, elle parle de prendre soin de la ville, elle parle de reconstruire aussi la ville sur la ville. Ça, c'est une expression qu'on connaît un petit peu plus. Mais elle s'appuyait quand même sur un chiffre assez important, puisqu'elle disait, avec Sylvain Grisot, qui l'accompagne dans ses travaux, que 80% des bâtiments de la ville de 2050 existent déjà. Donc ça donne un petit peu le ton de la manière dont elle envisage aujourd'hui, ou elle envisageait aujourd'hui la profession. Nous, on s'est évidemment engagé dans cette dynamique. On parlait il y a 4 ans encore beaucoup d'USAN, même si aujourd'hui il y a une sorte de coup de frein sur ce dispositif qu'on trouve d'ailleurs pas franchement favorable ni à la transformation de la ville ni à notre profession. Il y avait quand même l'idée que le ZAN permettait d'être inventif, d'être ingénieux et d'essayer de faire les choses un petit peu différemment. Et donc c'était l'occasion pour la profession de dire aux collectivités, aux élus que l'architecte pouvait être là pour les accompagner, être innovant, chercher et se mettre à disposition de la ville et de ses acteurs. Donc, il y a vraiment la volonté, depuis quelques années, de s'installer dans cette dynamique. Et puis, on a
aussi, je pense, une nouvelle génération d'architectes. Pas qu'une nouvelle génération, il y a évidemment beaucoup plus anciens qui voient les choses de cette manière, mais en tout cas une nouvelle manière de produire la ville, et ils ont envie de s'y installer de manière un peu durable. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. On parle beaucoup notamment de collectifs et d'autres manières de faire de la maîtrise d'œuvre, faire du conseil, faire de la programmation, évidemment faire de la maîtrise d'œuvre ou de la co-construction. En tout cas, peut-être une manière de voir le métier de l'architecte un petit peu différemment des plus anciens, en mettant parfois l'idée un petit peu de mettre son ego un peu de côté par rapport à l'œuvre architecturale au sens de l'objet. Donc ça nous a placé un cadre, évidemment. Nous, on s'installe vraiment dans cette dynamique-là. Sur la partie plutôt maîtrise d'œuvre, et je parle pour le coup que pour mon cas personnel, ce qu'on était en train de dire les uns ou les autres tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein, évidemment, puisque je passe à la fin. Non, ce qu'on a vu ce matin et l'ambition que vous y mettez, et ce n'est pas parce que vous êtes à côté de moi, on voit pas ça partout en Bretagne. En tout cas, moi j'ai fait un petit recensement avant de venir, puisqu'on en avait parlé. Il n'y a pas beaucoup de projets d'envergure en Bretagne, en tout cas pas de l'envergure de ce que vous avez imaginé à l'échelle, en tout cas du point de vue des architectes, à l'échelle de ce que vous avez imaginé. Il y a bien Van qui regarde des sujets depuis assez longtemps. Certains d'entre vous connaissent peut-être le projet de la CPM, qui est pour le coup une friche d'activité tertiaire transformée en logement. Mais pour l'instant, d'un point de vue opérationnel, je pense qu'on n'est pas tout à fait encore dans le rythme des ambitions. Alors, il y a évidemment pas mal d'exemples comme les vôtres, mais qui sont peut-être assez exceptionnels du point de vue aussi de la qualité du patrimoine sur lequel vous intervenez. Si on parle des friches un petit peu plus modestes, un petit peu plus du quotidien, de bâtiments tertiaires ou d'activités, on en voit beaucoup moins. Ça commence à pas mal bouger, tout le monde commence à s'y intéresser. Les freins qu'on peut rencontrer, c'est évidemment le coût de ces opérations-là, parce que ça veut dire mettre des bâtiments aux normes. On a parlé de transformation de friches d'activité en logement. Ce n'est pas tout à fait les mêmes réglementations, ce n'est pas tout à fait la même défense à incendie, ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions d'accessibilité PMR. Donc il faut être hyper inventif, mais c'est un terrain de jeu pour nous qui est assez fabuleux. Les freins, on les connaît et du coup, on essaie de s'en emparer. Toutes les villes non plus ne s'investissent pas dans ces projets. On a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont d'initiatives complètement privées, purement privées, parce qu'un opérateur va répondre sur un foncier qui est un actif de... Alors, il y a beaucoup d'institutionnels. On a parlé plusieurs fois aujourd'hui d'Orange. On peut penser à GRDF, on peut penser à EDF. C'est souvent le lieu de faire des opérations immobilières. Je parle de la promotion immobilière du quotidien. Mais le peu qu'il y aurait à récupérer ou à transformer, finalement, il n'est pas forcément aidé ou subventionné ni par l'ambition de la ville, ni par les organismes que vous pouvez représenter. En revanche, s'il y a des freins, il y a aussi, je pense, beaucoup d'espoir et d'ambition, et on voit que vous les portez, parce que ça permet d'imaginer des choses qui sont assez exceptionnelles. Souvent, ces bâtiments un peu modestes, à nouveau, je ne parle pas des patrimoines ou des bâtiments comme vous avez présenté tout à l'heure, mais c'est souvent des bâtiments qui ont des trames hyper intelligentes. C'est souvent des bâtiments qui ont des hauteurs sous plafond assez incroyables. Ce sont des bâtiments qui ont des proportions de vitrage extrêmement intéressantes malheureusement, on a du mal aujourd'hui à maintenir du fait des normes. Il faut être inventif là aussi. En tout cas, ça permet d'imaginer des logements qui sont assez exceptionnels. Et donc, je pense que s'il n'y a pas encore tout à fait de modèle économique dans de la promotion privée traditionnelle, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui permettent d'entrevoir l'avenir avec pas mal de positifs. Et je pense notamment à un truc qui peut intéresser pas mal notamment d'opérateurs, c'est que, et on en a vu ce matin, souvent quand on récupère une friche en centre-ville, elle présente déjà une certaine densité. Si jamais on mettait tout par terre, on ne pourrait pas reconstruire cette densité si on se réfère au nouveau PLU. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pleine terre, mais on parle aussi beaucoup de hauteur, et avec tout ce que ça génère sur l'environnement immédiat, et je pense notamment au voisinage. Donc ça c'est une question hyper importante, parce que ça permet d'envisager la densité qui est déjà de fait acceptée. Voilà.
Alors moi, je vois les choses de manière très positive. Puisque vous me l'avez demandé, je voulais vous montrer peut-être un projet en particulier de manière très rapide, parce que c'est un concours qui a été gagné il y a plus d'une dizaine d'années. Donc je ne suis pas venu là pour vous parler d'architecture, mais quand même, puisque c'était la thématique d'aujourd'hui, on a eu à répondre sur un site, une friche pour le coup Orange. Alors pas friche au sens du terrain vide, une friche plutôt au sens du volume occupé dans un terminal téléphonique par Orange, qui n'a plus les mêmes besoins aujourd'hui qu'ils avaient à l'époque. Donc la friche, elle est plutôt dans les étages plutôt que sur le terrain. Et si j'ai voulu vous le mettre en avant, ce projet-là, c'est pas par rapport à un projet immobilier plutôt d'envergure qui a ses qualités mais aussi ses défauts. C'est plutôt pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a déjà 10 ans, on commençait à réfléchir sur des projets mixtes et des projets qui pouvaient mettre évidemment en avant des qualités de site importantes, du logement, du commerce, mais aussi conserver l'activité d'Orange dans le projet. On se trouve, pour ceux qui connaissent vraiment, entre Intramuros et Paramé, on se trouve dans un quartier assez intéressant, qui est le quartier de Rocabaye. Aujourd'hui, vous avez sur la droite de l'image la place du marché, et on le verra peut-être sur l'autre photo, l'église de Rocabaye. Nous, on a eu à intervenir sur l'ensemble de cet actif-là, de ce foncier-là, avec la particularité d'avoir besoin de maintenir au rez-de-chaussée, au premier étage, les activités d'Orange. Tout de suite, le promoteur, pour le coup, avec lequel on a travaillé, qui s'appelle la SACI pour les cités, s'est dit qu'il fallait garder ce bâtiment-là pour en faire quelque chose, ou en tout cas pouvoir y créer de la mixité. Donc on a pensé qu'il était intéressant, nous, de réfléchir avec ce bâtiment, si on voit l'image du projet par la suite, qui s'inscrit dans une vague. Évidemment, on est sur des objets, on en parlait ce matin, en tout cas dans ce type d'opération très privée. Souvent, on est sur des bâtiments qui s'accompagnent nécessairement de bâtiments neufs autour. Je vous ai parlé de la CPAM tout à l'heure. C'est aussi 2 bâtiments neufs qui viennent enserrer le bâtiment existant. C'est l'Intermarché qui est là, exactement. Moi, je parle plutôt là, de ce bâtiment du terminal téléphonique. Donc, on a déconstruit une partie du bâtiment qui ne présentait pas les conditions structurelles ou les qualités qui pouvaient permettre de faire du logement. Mais on a proposé d'aller installer dans les étages supérieurs, il y a une 12aine de logements. C'est ancien, évidemment, on aurait peut-être pu faire un petit peu plus aujourd'hui, mais l'idée, c'était de travailler à cette mixité avec un chantier qui prend en compte le fait qu'il y a toujours cette activité d'Orange, que les locaux doivent être accessibles 24 heures sur 24 pendant la durée du chantier. Et ça aura permis de créer des logements hyper lumineux, hyper haut sur plafond, sous plafond, avec des vues sur le quartier de Rocabaye, avec des vues par rapport à l'intégration de jardins d'hiver ou de coursives qu'on vient raccrocher sur ce bâtiment d'origine qu'on doit à Desrouches, l'architecte. Nous, on n'a pas voulu le réhabiller. On s'est dit que c'était aussi une séquence sur le boulevard, dans la ville, d'une architecture qui présente les qualités de montrer comment elle est fabriquée. En tout cas, voilà, je voulais vous le montrer pour montrer qu'on déjà à l'époque, on réfléchissait à ce type de projet. Et puis, peut-être très rapidement, parce que je vous ai parlé de Vannes tout à l'heure, beaucoup plus récent, c'est une consultation qu'on a gagnée sur laquelle on est en train de travailler. Je voulais juste mettre l'accent sur cette idée que ces friches, quand on entend friche, on peut aussi penser ruine. On est souvent sur des bâtiments plutôt de qualité. Ça, c'est l'hôtel des Postes à Vannes qui se trouve vraiment dans le cœur, non pas historique, mais en tout cas le cœur le plus vivant de Vannes. C'est le bâtiment un peu important là qu'on voit sur la droite de l'image, donc à proximité immédiate du port et pour le coup du secteur sauvegardé de la ville de Vannes. Donc il y a vraiment un intérêt. Et vous parliez du style de vie qu'on recherche. Les gens qui viendront investir, alors c'est plutôt du co-living qui est envisagé, mais les gens qui viendront investir là, c'est plutôt pour vivre un style de vie particulier, vivre le centre-ville. Et je trouve que des opérations comme ça, à nouveau lancées par un institutionnel, puisque ça appartient à la Poste, c'est hyper ambitieux et pour le coup, ça représente l'avenir. En tout cas, nous, ça nous plaît beaucoup de bosser sur ces sujets-là. Voilà, pour être. Alors, bizarrement, on le doit aussi à Desrouches, ce projet. On n'est pas des spécialistes, mais il en a fait beaucoup. Et je pense qu'il en a fait ici aussi, puisque j'ai vu des trucs tout à l'heure qui ressemblaient un petit peu. Merci beaucoup. On va finir avec une toute petite séquence sur s'interroger. On en a déjà parlé, en fait, mais
plutôt mettre un focus sur les friches comme levier d'accélération à la transition écologique des territoires. Alors, on a tiré les fils, hein, vous en avez parlé les uns et les autres. Peut-être en 2 temps, monsieur le maire, sur la sobriété que cela implique, puisqu'on redensifie les dents creuses en centre-ville. Ça participe aussi de produire des logements de qualité, de faire revenir les familles en centre-ville, les actifs, d'avoir aussi des logements finalement performants énergétiquement. Et voilà, ça concourt aussi, vous en avez parlé, à un style de vie, à un cadre de vie plus agréable. Est-ce que vous pouvez vous en avez déjà parlé beaucoup, mais est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ces exigences de sobriété et de cadre de vie? J'en ai parlé notamment ce matin, c'est un acte politique. C'est-à-dire que, je ne vais pas refaire mon introduction, mais participer à la maîtrise et à la souveraineté énergétique, aujourd'hui, c'est un enjeu politique. Et la maîtrise de notre impact carbone, on le disait déjà à l'époque, est un enjeu politique. Et la difficulté, c'est de faire en sorte que tout le monde y participe. Et y participe activement. Donc la puissance publique, c'est effectivement mettre de l'argent, mais jamais autant que le privé. La puissance publique, c'est la maîtrise du temps long et la maîtrise de la règle. Et nous, on pose ça sur la table. C'est-à-dire que nous, on maîtrise le temps et on maîtrise la règle. Et en maîtrisant la règle, on fait en sorte que l'ensemble des partenaires privés soient motivés, d'une manière plus ou moins coercitive, on va dire, à rentrer dans cette notion qu'il faut absolument réduire notre impact carbone, qu'il faut absolument améliorer la maîtrise énergétique de l'ensemble des bâtiments. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans le pourquoi de la qualité. J'ai envie de rentrer dans ce que je suis, un politique qui regarde le monde et qui vous dit on va comme ça dans cette direction-là parce que j'ai été élu pour ça. Donc je pose ça sur la table et parce que je suis quelqu'un de responsable, je le pose dans la capacité à assembler l'ensemble des acteurs. Chacun pour ce qu'il est. Souvent, on critique l'empilement de services publics sans comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a pas de production de richesse, donc il n'y a pas de production de vie sur un territoire s'il n'y a pas un ensemble de strates qui interagissent les unes avec les autres. La puissance publique, c'est les strates initiales. Voilà. Sur un territoire, ça commence par ça. C'est tout ce structure-là. Et les normes, les règles, la vision que l'on va mettre va permettre à l'ensemble des acteurs qui sont sur ce territoire de prendre leur part. Ça ne veut pas dire qu'on la dirige, ça veut dire qu'on y met un certain nombre de conditions. Et aujourd'hui, la force publique, la puissance publique met des conditions de qualité de vie, de qualité sociale, de qualité démocratique. Quand je dis démocratique, c'est la capacité à porter des projets là où on vit, entre les femmes et les hommes qui s'y trouvent. Donc ça veut dire que les lieux ne sont pas cloisonnés. Et ça veut dire aussi que dans 5 ans, les choses s'améliorent. Dans 10, elles vont encore mieux. Donc ça veut dire qu'on maîtrise ce temps long. Voilà comment j'ai envie de formuler les choses, parce que je ne suis pas un technicien. Je suis juste ça. Qui plus est, je suis quelqu'un qui, dans 1 an, n'est peut-être plus là. Ce sera peut-être d'autres. Donc ça veut dire que le côté limité dans le temps de l'action politique doit s'inscrire dans le mouvement de la puissance publique, qui, elle, est un mouvement de temps long sur lequel vous pouvez vous accrocher, parce que vous avez besoin de ce temps-là pour construire. Voilà comment je présenterai les choses. C'est un peu alambiqué, ma façon de le dire, mais comme ça. Merci. Et on va terminer, je pense, sur l'intensification des usages, dont on parlait un petit peu, Jean Guilloni, tout à l'heure. Finalement, alors on transforme ces friches, hein, elles font destination, elles abritent différents programmes, mais finalement, dans quel but, pourquoi est-ce qu'on peut élargir aussi, et dans une dimension écologique, d'adaptation, de résilience des territoires? Est-ce qu'on a besoin de toutes les transformer? À quelles conditions? Est-ce qu'on peut aussi les valoriser autrement? Oui, alors le point de départ, c'est quand même que c'est un point d'entrée, en fait, cette sobriété-là. C'est-à-dire que moi, j'ai été invité à réagir il y a quelques semaines. Une journaliste qui m'appelle, qui me dit oui, alors les notaires ont sorti un communiqué de presse, il y a une chute catastrophique des terrains à bâtir en France. Étape 1, c'est quoi un terrain à bâtir? Réponse, une parcelle agricole. Enfin, je veux dire, donc en réalité, le point d'entrée, c'est quand même que 90% de notre artificialisation, elle se faisait sur un truc qu'on appelle foncier, qui s'appelle en vrai sol, et qui sert ou la souveraineté alimentaire, ou la résilience des territoires, ou leur habitabilité, etc. Donc le point de départ, c'est que toute forme de traitement, on va dire, d'une friche, il obéit à ça. Et donc après, on peut avoir un réflexe à plusieurs entrées. C'est comme avec les déchets, en fait, ou avec
ou avec toute forme de produits manufacturés en fin de cycle de vie. Est-ce que j'en dissémine les différents matériaux unitaires? Est-ce que j'en fais du réemploi? Est-ce que j'en fais du recyclage? Est-ce que j'en fais du recyclage augmenté, du rétrofit, hein, comme on dit sur, je sais pas, l'automobile? Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir, pour répondre à votre question sur l'intensification des usages ou la renaturation, etc., on a besoin d'avoir une petite boussole avec un certain nombre de clés d'entrée sur les besoins, sur la démographie. Monsieur le maire en parlait. Enfin, moi, je vous parlais tout à l'heure des 1300 friches d'Angoulême. Bon, il est évident qu'avec toute la bonne volonté économique du monde, il n'y aura pas une destination de programme immobilier à bonne rentabilité pour ces 1300 friches. Donc, il faut avoir une sorte de boussole qui, elle, après, permet d'articuler ou la rénovation ou la restructuration qui va un petit peu au-delà. On casse, là, c'est un peu plus ce qu'on a vu d'ailleurs, la démolition-reconstruction, l'intensification, effectivement. On avait un peu des trois dans l'exemple que vous avez montré, puisqu'il y avait une intensification des usages qui s'était désintensifiée, on avait de la restructuration, il y a la surélévation, bien entendu. Il y a l'occupation temporaire aussi, il y a la renaturation. Et alors pour le moment, moi là-dessus, à cause de l'absence de modèle économique dont on parlait, elle vient un peu souvent quand on est obligé ou quand vraiment on ne sait pas quoi faire. Ça c'est un peu dommage, mais bon, elle commence à arriver quand même pour ces raisons-là, dans cette région-là. Je voyais le cas des anciennes... usine Boutet-Nicolas, là, qui est une conserverie à Rospordin qui s'appelait Euroden, qui avait fait vivre cette bourg, parce qu'ils sont 7000 habitants du Finistère pendant des décennies. 62 000 m², c'est énorme, ça ferme en 2014. Et puis PPRI, bon, eux en fait ils sont allés à la renaturation parce que dans le temps on leur a dit c'est en grande partie en zone inondable. Donc voilà. Mais la clé dans tous les cas d'ailleurs, je trouve, c'est le cas dans les opérations qu'a accompagné Beau Patrimoine, c'est le cas dans cette renaturation à Rospordin. C'est en fait ce sont des lieux qui ont une histoire. Et en fait, c'est ça qui se passe, hein, c'est qu'on est dans cette réflexion qu'on porte tous ensemble là, sur les friches. Il y a ce qu'on pourrait appeler une extension du domaine du patrimoine. Tout devient patrimoine. Tout ce qui est déjà là. Et pas seulement tout ce qui est bâti, tout ce qui est naturel aussi. Il y a du patrimoine naturel. Tout devient patrimoine et donc du coup, à partir de là, on ne peut plus avoir un mode de fonctionnement, comme je disais, un peu jetable ou urbanisme infini, où à un moment donné, on oublie quelque chose. Ou on oublie que les parcelles agricoles, c'est du sol, ou on oublie que le bâtiment qui est vide, en fait, il existe encore et c'est une dette future. Il y a beaucoup d'oubli hein, dans cette fabrique de la ville, etc. Et donc du coup, c'est pour ça, je terminais sur un aspect un peu plus sociologique, qui est que quelle que soit l'orientation qui est donnée à la friche, qu'elle soit une nouvelle orientation programmatique, de logement, de co-living, etc., qu'elle soit même une renaturation, la question de la mémoire du lieu et du travail sur l'histoire du lieu, en fait, est souvent une clé d'entrée indispensable si vous voulez faire adhérer la population, d'abord. Là, sur la renaturation dans le Finistère, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été permis parce que en fait, c'est un endroit très sensible et on a permis de faire des espaces de mémoire, etc. Enfin, voilà, il y a ça qui est prévu en ce moment. Et donc, du coup, il y a cette question de la mémoire qui est pas un hasard, en fait, qui est le pendant sociologique de ce qu'on montrait là, c'est-à-dire que ça n'existe pas de faire tabula rasa. Voilà. Et donc oui, effectivement, à partir de là, on peut travailler l'ensemble des points de la boussole, qu'on fasse de la surélévation, de l'intensification. Voilà. D'ailleurs, il y a des outils qui sortent régulièrement. Hein, voilà. Je vous ai dit, nous, on y contribue sur le modèle économique. Je peux en citer un autre. Il y en a un qui est sorti dans le cadre de l'Université de la Ville de demain, un score d'intensité d'usage récemment pour justement se poser la question à l'échelle du bâtiment ou de l'opération ou du quartier de mon score d'intensité d'usage. Donc oui, il faut avoir toutes ces données d'entrée pour après se choisir où on se dispatche. Aujourd'hui, en revanche, sur la renaturation, on bute toujours sur cette question de l'objectivation de la valeur que ça a. Et pourtant, je sens, moi, que chez les maires à l'approche de 2026, ces questions de santé environnementale et de prévention contre les risques, ces deux sujets, risques et santé environnementale, sont en train d'exploser. Donc il y a peut-être une opportunité là de faire le lien quand on veut introduire, même partiellement sur une friche, de la restauration des écosystèmes. Merci.
D'ailleurs, ce sera un sujet santé environnementale, santé urbaine qu'on va travailler tout au long de l'année à la Fabrique de la Cité. On va peut-être passer aux questions-réponses. Si des personnes du public souhaitent poser des questions aux intervenants, on va avoir 5-10 minutes d'échange au moins. Une question assez générale, monsieur le maire. Vous avez évoqué la crise du Covid. On a beaucoup parlé d'un retour en grâce ou d'une sorte de revanche des villes moyennes à cette époque. Qu'en est-il réellement? Ça fait 5 ans. Est-ce que c'était une petite lubie des médias et peut-être surjoué, ou vous l'avez véritablement constaté? Moi, je peux répondre que pour Saint-Brieuc. J'ai des collègues maires qui ne diraient pas la même chose que moi. Pour Saint-Brieuc, c'est net. C'est net. Au départ, c'était plutôt autour de la Bretagne que ça s'est concentré. Oui, on avait les Parisiens, enfin, on avait les métropoles, et aujourd'hui, on vient plutôt de Toulouse, Bordeaux, Lyon. Donc il y a une remontée, mais c'est net. Mais tout le monde ne dit pas ça. J'ai des collègues maires qui me disent que ça a effectivement fonctionné pendant quelques temps et que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Je crois qu'il faut savoir où est votre barycentre, à quelle métropole vous êtes accroché. Je pense qu'il y a des logiques de ce type-là qu'il faut explorer. Historiquement, Saint-Brieuc était plutôt tourné vers Brest. Nous, la pensée qu'on en avait, c'est qu'il fallait la tourner vers Rennes. Donc on s'est réorienté tout de suite pour l'accrocher vers Rennes. Et je dis absolument pas que ce soit nous, mais ce phénomène-là fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'affirme. Il y a une notion qui est importante, c'est-à-dire que l'État pense beaucoup par rapport à l'évolution de sa population, la natalité et ainsi de suite. Vous rencontrez le directeur de l'Éducation nationale, il va vous dire on va vous fermer des classes parce que vous rencontrez les présidents d'université, ils vont vous expliquer que demain il n'y aura plus parce que la population, la natalité. Mais en fait, et donc, vos structures d'habitat, je raconte l'État aussi, on nous dit demain, le plan local d'habitat, tout ce qu'on va faire, attention, la natalité, la population va faiblement évoluer, donc vous ne pouvez pas. La clé, c'est quelle est votre ville? Quand on est une ville-centre, ça peut baisser partout, ça ne baisse pas pour vous. Parce que plus la tension dans la société est importante, plus la pauvreté se concentre chez vous. Et c'est un honneur de l'avoir. Il faut bien comprendre quand je dis ça. Donc, cette évolution de la friche dans les centralités, quelles qu'elles soient, elle se fait par rapport à un regard sur la population, l'évolution de la population, qui n'est pas celle que l'on fait classiquement. On gagne de l'habitant parce qu'on est une ville moyenne connectée à des métropoles, à Paris avec de la LGV, mais on gagne aussi beaucoup d'habitants parce que la vie est dure en ce moment et que vous ne pouvez plus avoir votre projet de vie en ruralité, c'est plus possible, vous vous en sortez pas, et que dans ces cas-là, si vous êtes divorcé et que vous élevez seul, majoritairement femmes, vos enfants, eh bien vous allez vous projeter dans l'habitat à faible coût en centralité. Et cette réalité sociale du monde dans lequel on est, on doit l'appréhender. Et elle est dure, mais c'est quand même comme ça qu'on pense l'augmentation d'une ville qui devient plus attractive. Et simplement, quand je vous dis, on parle de style de vie. Parce que bien vivre, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre difficulté, c'est ça. C'est quand même respirer, voilà, réussir à faire quelque chose. Donc je suis d'accord avec vous, le potentiel d'espace urbain non construit devient aujourd'hui dans nos villes, et non granitique, même si on est dans une bretonne nord, devient une des clés de l'attractivité au sens politique. Attractivité pas simplement pour attirer les métropoles, attractivité pour faire en sorte que toute personne, tout individu citoyen français à Saint-Brieuc vive bien, quelle que soit sa condition sociale. Lucie Lamballet du CEREMA Ouest. Moi, je voulais poser une question sur le modèle que vous présentez, en fait, sous la forme de partenariat public-privé. Comment on fait pour faire en sorte que ce partenariat, on ne peut pas imposer, du coup, sans qu'on ait, si la mairie n'a pas la maîtrise foncière, ne peut pas imposer ce qui va être fait très exactement sur le... Justement, c'est ne pas avoir la maîtrise foncière, ça fait qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, c'est le principe. Du coup, comment on fait pour que quand même des directives soient respectées? Est-ce que l'encadrement avec le PLU, etc., ça suffit pour faire en sorte que le projet privé suive des ambitions collectives, on va dire? Vous avez raison. Dans le showroom, on proposait des friches qui ne nous appartenaient absolument pas. C'était le principe. En fait, aucun projet ne sort si la ville n'y est pas associée.
C'est le principe. Alors il y a la loi, hein, on peut se retrouver devant le juge, on peut avoir des contentieux à n'en plus finir. Hein, on vit avec ça aussi. Mais le principe de dire, c'est que c'est gagnant-gagnant, il faut construire ensemble, donc il faut qu'on avance ensemble. Moi, je respecte je vous dis, le profil d'un investisseur s'il trouve sa friche, et on va tous se mettre autour de cette personne-là. Évidemment, vous avez des forbans qui arrivent et qui vont tenter le coup. Et ben, ils vont trouver en face d'eux une ville qui ne bougera pas et qui sera très, très, très difficile aujourd'hui à faire bouger. Or, vous cherchez une rentabilité. Les promoteurs, il a besoin de gagner de l'argent, c'est normal. Bah, s'il n'en gagne pas, ou très lentement, ou s'il en perd avant d'aboutir à son projet, il ne le fait pas. Il y a eu historiquement sur Saint-Brieuc, depuis qu'on est là, un projet, sur tous les projets qui ont été montés, dans lequel on a joué au forban, au corsaire. On y va bourrin jusqu'au procès, jusqu'à tout. Et ils ont abandonné. Je pense qu'on ne fait plus. Je pense que dans les villes moyennes, en tout cas comme chez nous, je ne parle pas des grandes métropoles, hein, je n'y connais rien. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos villes, on ne fait plus comme ça. Je pense que tous les opérateurs économiques ne tentent plus le coup. Et il ne faut pas oublier qu'on est un marché, comme on m'avait dit la dernière fois, un marché de repli, de seconde main. Ouais, on était venu me voir et on me disait, vous savez, monsieur le maire, vous êtes un marché de seconde main, ça m'intéresse. Ok. C'est-à-dire globalement, on ne gagne plus assez, c'est saturé sur Brest, sur Rennes, sur Bordeaux, sur Nantes, sur machin. Donc on est intéressé par vous. Bon, ok. Moi, je me vexe pas. Parce que de toute façon, si on arrive à faire un projet, ça marche. Mais oui, il y a besoin de faire évoluer les mentalités. On ne regarde plus le projet d'investissement comme étant juste un projet d'investissement. Ça ne marche plus. Pas, enfin, en tout cas, pas sur nos villes. Donc, il y a un partenariat à créer. Je voulais juste te dire que moi, je tiens absolument à remercier la puissance publique, les services publics, villes et agglomérations, parce que leur métier a changé. On ne fait plus du projet comme avant. C'est un partenariat, c'est plus juste la règle. Et vous devez vous l'appliquer pour que ça fonctionne. Il y a vraiment la création d'une relation et d'une compréhension de l'autre qui n'était pas initialement classique. Dans nos métiers de l'administration, ce n'était pas évident. Donc je pense qu'il y a une puissance publique qui a su évoluer par rapport à ça et qui sait maintenant construire du projet en partenariat. Voilà. J'ajouterais juste un tout petit élément de réponse aussi. C'est marrant parce que la question est, tout le monde se pose la même, effectivement, quand on n'a pas de maîtrise foncière publique, voilà, comment ça obéit peu ou prou quand même un jour, est-ce que ça s'intègre au projet de territoire de la ville? Cette question que pas mal d'acteurs se posent, elle est parfois guidée simplement par la réflexion sur qu'est-ce que la loi permet. Réflexion très française. C'est qu'est-ce que le droit me permet de faire, au lieu de se dire qu'est-ce que la loi n'interdit pas. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on la contourne quand on se dit ça. Non, mais c'est important de se dire ça. Action Cœur de Ville, que Diane représente ici, Action Cœur de Ville est un programme entier qui est né sans loi, sans décret. Vous connaissez tous Action Cœur de Ville, ça a plutôt bien marché pendant quelques années, ça continue de tourner avec une saison 2. Donc, et tout ça, et en fait, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que moi, je connais un territoire, une ville moyenne, Dunkerque pour ne pas la citer, qui, il y a des années déjà, était à aller voir des investisseurs dans une situation un peu similaire. Alors, il y avait une maîtrise foncière partielle des sites, mais pas intégrale, justement, et ils avaient réussi à amener l'investisseur à ouvrir ses bilans, en fait, mais avec la négo, en fait, la négo de départ, c'était vous avez besoin de combien de marge. Et ils avaient réussi à trouver un terrain d'entente et ils étaient partis de ça. Puisque la méthode du compte à rebours s'applique d'ailleurs en immobilier, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas le point de support d'une négociation et d'une discussion aussi quand on construit la ville? Donc ça, c'est un élément de réponse aussi. Hein. Vous pouvez aller voir, là, c'est ni une réglementation, ni quelque chose qui vous permet de faire ça. C'est d'aller voir les acteurs. De leur dire moi je suis prêt à vous garantir à être d'accord que tel taux de marge est acceptable, etc. Mais la contrepartie, c'est que vous devez m'ouvrir le bilan pour qu'on négocie sur quelque chose d'honnête entre nous. Et puis après, on voit comment faire jouer les paramètres les uns avec les autres, quoi. Voilà. Donc il y a aussi cette culture, peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus étrangère, mais... Ouais. Monsieur Brittmann, vous voulez compléter quelque chose ou pas sur ce sujet? Est-ce que vous travaillez à bilan ouvert? Oui, dans certaines villes, oui. Saint-Brieuc, je crois que j'ai communiqué sans aucun... Après, oui, nous, on travaille partout en France.
Donc dans des petites, des moyennes et des grandes villes, on est prudent avec ça en général. On n'y va pas forcément. Oui, on est assez prudent. On fait attention à ce qu'on fait, avec qui on le fait. Quand on est en territoire connu, quand il y a vraiment, enfin, j'allais dire des enjeux, mais c'est transparent. Voilà, on y va sans aucune limite. Mais après, oui, on est assez prudent. En général, la règle des chiffres, elle est assez confidentielle. Voilà. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, si quelqu'un souhaite prendre la parole. J'ai une question. Est-ce que vous avez des exemples de renaturation augmentée par la création de valeur? Est-ce que vous avez des événements qui sont à la fois qui vont à la fois dans le sens de la renaturation et de la création de valeur, si possible favorable à la communication entre la ville et son écosystème agricole? Ouais, non, juste aujourd'hui, ça dépend ce que vous entendez par valeur. On sait objectiver la valeur environnementale, la valeur en santé publique, la valeur en protection des risques, etc. On sait peu la transformer économiquement. Donc aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, les seuls endroits où il y a de la renaturation qui est directement liée à de la valeur économique, c'est quand on fait de la compensation. De la compensation ou de la contribution volontaire, voilà, peu importe, hein, des crédits biodives, ce que vous voulez. Mais bon, ça c'est un exercice qui est assez encadré puis qui a des limites aussi. Voilà. Je prendrais peut-être un exemple pour les briochins. Il y a 9 hectares, 7 hectares d'un hypermarché à l'ouest de Saint-Brieuc qui a fermé, casino géant, vous avez 7 milliards de fuites de capitaux, on avait ça dans la ville. C'est invendable, d'ailleurs personne ne l'a acheté. Il faut tout démolir, tout recommencer à zéro, il y aura un coût énorme. Il y a un enjeu de puissance publique et il y a un enjeu donc politique. Et forcément, si nous, on doit intervenir pour participer à l'équilibre économique de ce truc-là, on se pose la question. Est-ce qu'il faut faire une crèche? Est-ce qu'il faut faire une résidence senior? Est-ce qu'au contraire, il faut faire des lieux d'espace naturel, surtout qu'il y a une zone boisée, il y a une zone humide à cet endroit-là? Tout ça, de toute façon, c'est de l'argent public. Donc à un moment donné, on raisonne par cette entrée-là et ce n'est pas la production du service exact qui nous intéresse, c'est la part qu'on peut mettre qui va permettre à ce projet de sortir, c'est un projet pour les 50 prochaines années, hein, on transforme un quartier absolument. Et honnêtement, on se pose la question de se dire s'il vaut mieux pas qu'on prenne une part de nature, donc on est dans de l'argent public, hein, mais ça sert à ça, quelque part, et ça viendra équilibrer un bilan. Moi, je reviens à ce que vous avez dit là-dessus. Aujourd'hui, la problématique, c'est que vous proposez un modèle, tant mieux, vous en proposez un, mais on ne sait pas réaliser des équilibres de bilan avec des espaces naturels. On ne sait pas donner de la valeur à quelque chose qui n'est pas déjà construit ou pas constructible. C'est vraiment une difficulté. Alors si c'était une terre agricole, mais maintenant c'est interdit, quoi. Donc il y a une sorte de trou dans la raquette qu'il faut qu'on essaye de compléter. Sauf que c'est pas la loi qui va le faire, parce que si c'est la loi, c'est l'argent public. Il faut que vous, opérateurs économiques, vous arriviez à lui donner de la valeur. Et ce qui pêche, c'est que pour l'instant, vous, les acteurs économiques, n'investissez pas ce sujet-là. Il y a quelque chose à inventer.